134e jour d'estivage à la Moisetta, un alpage de la commune du Cheny. Les frères d'Énéréa de Ballan en sont amodiateurs depuis quelques années. En cette nuit d'octobre, le thermomètre a indiqué -10 degrés. Il est temps de redescendre les bêtes en plaine par le col du Marchéry. À l'échelle de l'histoire humaine, l'exploitation des vallées, des combes et des crêtes du Jura est récente. C'est par vagues successives que les moines défricheurs et les paysans se sont attaqués à la montagne jurassienne dès le XIIe siècle. Les vastes forêts qui la recouvraient étaient alors en bonne partie propriété d'abbayes. Bonmont, près de Nyon, la chartreuse d'Oujon, près de Saint-Cergue, et le couvent de Saint-Claude sont à l'origine du défrichement de la région de Saint-Cergue et d'Arzier dès la fin du XIIe siècle. Les moines de Romain-Motier et de son annexe au bord du lac de Joux brûlèrent de vastes forêts qu'ils avaient fait dessécher auparavant, créant ainsi des terres exploitables dans la région de Vaulion et des rives du lac de Joux. Ils favorisèrent cet essartement en accordant franchise et droit de jouissance aux paysans du cru. Entre Sainte-Croix et le Creux du Vent, on peut facilement observer le résultat de l'essartement. Ici, ce sont les seigneurs laïcs de Grandson et de Neufchâtel qui incitèrent tardivement les paysans à créer de nouveaux pâturages. L'ultime extension de la zone alpestre jurassienne se terminera au milieu du XVIIe siècle. Les coupes, effectuées sur une grande échelle pour les besoins de la construction et des industries du verre et du fer, contribuèrent à former de nouvelles terres exploitables par la paysannerie, comme ce fut le cas dans la combe de la Dénéria, au pied du Chasseron. L'image de la montagne jurassienne que connaissent bergers et troupeaux en 1980 n'a pas changé depuis le XVIIe siècle, à part quelques défrichements ou reboisements récents.
La première halte de la désalpe des Dénéréas se fait habituellement à la Fontaine Froide après 2 heures de marche. Vous allez vous approcher pour manger parce que... On peut vite sur la lavandine, Ouais, c'est la bouteille du député. Ah ouais, ça c'est la réserve. Ouais. Ah, c'est la réserve du Grand Conseil. Ça c'est le petit goûter. Santé. Eric, tu veux boire un verre? Santé. Santé. Ah ben dis, Il y en a deux qui... Non, ça va aller. Merci. Oui, vous me servez, madame Aubert, hein? Les messieurs, ils vont Ouais, vous le fromage. Ah, mais t'as déjà? Voilà. Ça, c'est le plus joli. Ah oui. C'est alors qu'il n'y avait pas ton lait Adolphe. Deux parts. Oh, tu parles. C'est le bouc. Au début de l'automne, l'amodiateur dresse un premier bilan de la saison écoulée. La montagne d'or, l'empilement des meules de gruyère, en est un des éléments. Anciennement, les marchands parcouraient la montagne pour acheter la production des fruitières d'alpage. Le jour de la pesée, jour de fête, l'amodiateur offrait un copieux repas aux marchands et aux bergers, récompensant ainsi le travail de toute une saison. Comme ça, il y aura plus pour moi. De nos jours, seul Pierre Humbert, à l'alpage des fruitières de Nyon, maintient encore cette traditionnelle pesée. 6000 kilos de gruyère, la production de juin et juillet, sont achetés ce jour-là par le marchand Burgère. Depuis les débuts du siècle, l'Union suisse du commerce du fromage fixe les prix, du gruyère notamment, et se charge de son écoulement. Oui. 190. On prend une minute. Quoi? Ah. La belle marchandise, là. C'est quoi qui est son nom? Celui-là, là, qu'est-ce que c'est? Celui-là, on met pour la patronne. Pour la réserve. Oui. Sévèrement contrôlés, les meules comportant des défauts sont réservées à la consommation de l'amodiateur et des bergers. C'est ce que vous aviez dit. Il y en avait plusieurs en suivant ou bien? Ouais, ça dit, j'étais pas tous comme ça. Comment s'additionner, monsieur? Hein? Bon. Les fans, ça va combien? Ah, moi je me suis servi. Tout le monde a un chanteur, hein? Santé. Au début de l'exploitation des hauts pâturages jurassiens, les fromagers fabriquaient déjà des meules de fromage cuit.
Le fromage de Gruyère, s'imposant commercialement, est bientôt fabriqué également sur tout le Jura par des fribourgeois émigrés. Il connaît un tel succès qu'un véritable âge d'or de l'économie pastorale jurassienne s'étend sur le XVIIIe et le XIXe siècle. Ainsi, vers 1750, la Suisse exporte chaque année plus de 3000 tonnes de gruyère en France pour le plaisir des bourgeois et le ravitaillement de la marine royale. Les bergers, au XIIe-XIIIe siècle, devaient se contenter d'abris naturels ou de constructions rudimentaires pour se préserver des intempéries. L'essor de l'économie alpestre allait favoriser la construction de bâtiments polyvalents, les chalets d'alpage, comportant à la fois une étable, les locaux nécessaires à la fabrication du fromage et le logement des bergers. C'est en amont du lac de Joux que se trouvent les plus vieilles constructions. Comme la Burtinière, elle date de la seconde moitié du XVIe siècle. Maçons et charpentiers du Jura ont créé un type particulier de construction faite de pierres calcaires crépies à la chaux et de bois de sapin. Le chalet est généralement implanté sur un site élevé ou dégagé permettant un rapide contrôle du pâturage. C'est le cas du chalet du Mont-Roux, situé à 1100 mètres d'altitude sur la commune d'Arzier. Sa base, presque carrée, et son toit à 4 pans de forte déclivité en font un chalet typique, une des plus anciennes formes du Jura vaudois. Construit en 1750, son aménagement intérieur a été conçu pour la fabrication du fromage. Une maquette du Mont-Roux révèle quelques aspects de l'architecture traditionnelle des chalets d'alpage jurassiens. L'écurie, principal volume dans le chalet, s'ouvre jusqu'au toit. Il n'y a pas de grange pour stocker la réserve de paille ou de foin. La cuisine où l'on fromage occupe la plus grande partie du volume restant. Bien que l'on ne fabrique plus au Mont-Roux depuis plusieurs années, le foyer avec sa potence d'origine, encore en bois, la betze, où l'on suspend le chaudron, demeure au centre de la cuisine. Une récente cheminée de briques surmonte le foyer depuis la destruction de l'ancienne par un incendie. Précédemment, c'étaient de vastes cheminées de bois qui s'ouvraient au-dessus du foyer, semblables à celle-ci. On en découvre encore dans quelques cuisines, en France voisine notamment. Voici le plan d'aménagement intérieur du chalet. De l'étable, les bergers ont un accès direct à la cuisine pour y transporter le lait. Le laitier, sorte de chambre froide, se trouve toujours dans l'angle nord-est du chalet. Lait, crème et victuailles des bergers y sont conservés au frais. Ce local, en effet, est constamment ventilé par la bise grâce aux petits orifices verticaux pratiqués dans les murs. Au sud-est, on trouve la cave à fromage. C'est là que s'amasse toute la richesse de la fruitière. En cas d'incendie, il faut donc pouvoir protéger la cave le plus longtemps possible. On y construit alors un plafond particulier, fait de poutres très serrées,
jointoyée avec un mortier de chaux. Les chambres à coucher, de construction récente, sont situées dans les combles, à proximité de la cuisine. De son chalet, le berger ne fait souvent voir que l'étable. Mais il attire volontiers l'attention du visiteur sur l'imposante charpente qui la domine. Il fait aussi remarquer les chevilles de bois servant à l'assemblage des poutres vieilles de plus de 200 ans. Au chalet derrière, des fruitières de Nyon, les nombreuses poutres entrelacées, souvent surdimensionnées, donnent à la charpente un air de robustesse à toute épreuve. La charpente doit pouvoir résister aux très fortes pressions exercées par le poids de la neige ou le vent. L'alpage des Bioles, sur la commune d'Arzier, fut la propriété de Madame de Staël, la châtelaine de Coppet. Plusieurs pièces, récemment remplacées, illustrent l'actuelle technique d'assemblage des poutres. Les toits recueillent les eaux de pluie. Ils sont pour la plupart recouverts aujourd'hui de tôles plates, soigneusement raccordées pour assurer une bonne étanchéité. On utilise aussi de la tôle ondulée ou des plaques d'amiante-ciment, quelquefois des tuiles. La traditionnelle couverture de tavillon ou de bardeaux a ainsi été recouverte par les nouveaux matériaux. Les clous qui les retenaient finissent de rouiller sous les toits. Autrefois geste habituel, la pose de ces pavillons illustre en 1980 une volonté nouvelle de conserver le patrimoine architectural. Propriétaire de la Redale, une famille neuchâteloise est soutenue par diverses institutions pour le financement de ses travaux. Les paysans couvreurs, venus du pays d'en haut, travailleront plus d'un mois à la pose des pavillons confectionnés l'hiver dernier par un couvreur retraité.
La Redale, sur la commune de Provence, est donc le dernier chalet du Jura vaudois à conserver un toit entièrement recouvert de pavillons. La porcherie, séparée du bâtiment principal, est une particularité architecturale des chalets du Nord vaudois. L'avant-toit de l'Arzière, aménagé en portique, illustre une particularité architecturale du sud du Jura vaudois. Les murs de pierre séparent habituellement deux pâturages ou délimitent un pré de fauche, comme au Grand Brelingard. Le balancier, la citerne et le mur de pierre ont de tout temps caractérisé le paysage jurassien. Les récentes rénovations entreprises dans plusieurs chalets, particulièrement visibles dans les cuisines, leur ont fait perdre beaucoup de cachets. Vous aurez. On va faire un truc. D'accord. Oui, mais tu prépares la mettre là? Non, parce que si la lâche, ils vont la foutre dans l'eau. Printemps 1980. André Rochat surveille la transformation de la cuisine des grands plats de vent. Un chalet, j'ai horreur d'un chalet modernisé. On avait deux chaudières. Jusqu'à l'année passée, on tournait encore à bras. Et finalement, la centrifuge est tombée en panne, une centrifuge qui avait 20 ans. Il y avait le moteur à benzine accouplé. J'ai cherché partout pour en retrouver un, mais c'est périmé, c'est plus possible. Alors il n'y avait qu'une solution, c'était de mettre un groupe pour avoir de l'énergie afin d'utiliser une centrifuge électrique, un moteur électrique. Et c'est la raison pour laquelle on a dû y passer. On a dû mécaniser nos exploitations en pleine et finalement, j'avais horreur de mécaniser un alpage comme ça parce qu'on mécanise, on enlève tout le cachet et finalement, on n'a pas plus de rendement. Tout est limité. Parfois, une rénovation ne suffit pas. Il faut entreprendre alors la reconstruction complète du chalet pour pouvoir continuer d'exploiter l'alpage, comme à la limace. Le chalet de la Pièce chez Marc, construit en 1970, souligne le dynamisme de l'économie pastorale du Jura vaudois. Depuis le milieu du XIXe siècle, cette économie pastorale n'a pas cessé d'être soumise à rude concurrence. En plein essor du gruyère, la création des fromageries de village va complètement changer les coutumes pastorales. Le regroupement des paysans possesseurs de quelques vaches au sein des sociétés de laiterie a permis la fabrication de fromages en plaine tout au long de l'année. Jusque-là, seules les fruitières d'alpage en produisaient pendant les 4 mois d'estivage. Aujourd'hui, les fromageries de plaine sont devenues de véritables usines. À Montrichet,
ce sont plus de 1 700 000 litres de lait qui sont coulés chaque année. Ces installations assurent la fabrication de 12 fromages chaque matin. Depuis la fin du siècle dernier, l'estivage du jeune bétail est en constante augmentation, faisant reculer les fromageries d'alpage. Une récente statistique dénombre encore 5 500 vaches, mais près de 21 000 génisses sur le Jura vaudois. L'abandon de la fabrication a imposé de nouvelles mises en valeur de la production laitière. Rappelons cependant qu'en 1980, 22 fruitières étaient encore en activité. Au chalet des Copettes, par exemple, et dans la région de la Givrine, on centrifuge le lait pour en extraire la crème. Cette crème est descendue tous les jours à Genève. La création des chemins de fer de montagne, le Nyon-Saint-Cergue-Morez ou l'Yverdon-Sainte-Croix, a favorisé autrefois le développement des relations économiques entre ville et montagne. Frédéric Pittet, au Pré de l'Au-Dessus, est l'un des 20 amodiateurs de la vallée de Joux et de la région du Molandru, a livré sa production à la Fédération laitière vaudoise fribourgeoise. Ce lait, venu des alpages, mélangé à du lait produit en plaine, est transformé à Lucens en poudre destinée à l'engraissement des veaux. Certains pensent que cette transformation n'est pas la meilleure mise en valeur d'un lait d'alpage.
Les 430 pâturages du Jura vaudois, ne suffisant pas à la demande, bergers et troupeaux ont franchi la frontière française. Cette émigration s'est essentiellement développée depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Dans cette petite vallée du Rizou, 5 bergers et bergères soignent 270 génisses et 44 vaches. Les chalets des bâtis et ceux des petites et grandes mauves les hébergent. Quel que soit le côté de la frontière, les gestes des bergers sont les mêmes. Par exemple, quand le défaut, c'est... Elle a les rapports... Ils n'ont pas assez de coffres. Hein? Ah ouais? Ils n'ont pas assez de coffres, on ne peut pas 3 derrière comme il faut. Hey. Oh, il a fait du bruit, celui-là. Un bruit sympathique. Ouais. C'est tiens, ça. Il est bon frais, là, dans la boîte. Il est bon dans la boîte. Ouais. Mais j'en ai mis hier en arrivant dans la citerne. Ouais. À Champ-Charbonnet, sur la route reliant Mout à la vallée de Joux, un poste de douane temporaire est installé chaque printemps et chaque automne. Numéro. Ah. Bien. 8500 bêtes seront ainsi patiemment contrôlées lors des montées et des descentes. Ces passages sont rigoureusement organisés et minutés par les douaniers et la société du package franco-suisse qui regroupe les amodiateurs et bergers se rendant sur France. Alors, vous avez le compte, ce qu'il vous reste aujourd'hui? Alors aujourd'hui, 64 au troupeau, j'en ai 19. On fait le compte vite fait, après tout, c'est la totalité moins 20. Plus une. Enfin non, parce qu'elle est marquée. Alors, il vous en reste aujourd'hui? 64 au troupeau. Ça ne coûte pas rien, ça.
Hein? Moi, vous en tirez bon compte parce que d'habitude, je faisais les décharges à chaque descente. Cette année, j'ai pas fait la dernière. Ah bon? Merci bien, madame. Ça va chez le Bourg-Santine, là. Servez à manger, c'est vous, frère. Ouais. Je suis passé avant-hier là-bas. Pour la chasse. Ah, du chasse. Vous berger avec au pays de la quantité, parce qu'elle est pas c'est vrai. Moi, il reste plus que 2 vaches depuis quelques jours. Oui, j'ai vu qu'il est poussé un peu dans le bas, là. Les alpages situés sur le Jura suisse n'en continuent pas moins d'intéresser les paysans vaudois qui souhaitent les exploiter au mieux. Mais avec les 2 citernes prévues, on aura amplement, même pour les années sèches, si elles seront pleines au printemps, la réserve sera suffisante. Un concours d'alpage, régulièrement organisé par la Société vaudoise d'économie alpestre, favorise les prises de conscience et stimule les efforts visant à améliorer les exploitations. Ernest Ludin préside la commission du concours en visite à l'alpage du Pré d'Aubonne, sur la route du Marché-Rue. Alors que si le chalet est en bas, c'est en bas qu'il y a la plus grande poussée la plus grande végétation. Oui, mais enfin, disons, ça pose pas de problème majeur pour l'exploitation. Non, je ne vois pas Non, majeur. je vais vous poser une question, disons, un peu abruptement. Si le chalet brûlait, vous le feriez où? La première question, c'est savoir si on en referait un ou pas, parce qu'après, la tendance, c'est de supprimer les chalets. Après, peut-être un simple couvert, stabulation libre, ou bien je sais pas, ce serait un problème à revoir. Moi, je ferais en bas. Vous avez vu la citerne? Ici, là. L'année dernière, on avait noté pas de fosse à purin. Non. Non, pas de fosse à purin, mais je pense que pour des pâturages de genisse, on les rentre de moins en moins, et j'ai l'impression que la fosse à purin, bon, c'est quoi discutable plus tard sa valeur. Mais... Monsieur Arnold Lion à Mont-la-Ville. Combien d'alpage? Pour 50 ans d'alpage. Félicitations, merci beaucoup. Tu n'as pas un cheveu blanc que tu veux pas nous faire croire qu'il y a 50 ans depuis. Bergers et amodiateurs, membres de la société, se retrouvent chaque printemps à Lausanne pour honorer les plus fidèles d'entre eux et applaudir les gagnants du concours organisé cette année-là dans un district du pays d'en haut. Premier, Auguet Roger, le CP Larsac, commune d'Ormont-Dessous. Avec 78 points. Berruet, Jean-François, Les Diablerets, Alpage La Marnèche, propriétaire commune Ormont-Dessus, en F, 78 points également. Je veux souligner ici la diversité de la fabrication. Madame Pernet a fabriqué des fromages d'alpage dites montagne. Elle a fabriqué également des fromages en raclette et d'excellentes tomes. Je dois dire que je ne suis pas intéressé, mais je les ai goûtées, elles sont excellentes. Félicitations. Ensuite, Monsieur Raflob Rudolf, de Gstaad, Raflob Rudolf, 24 points. Cette société encourage aussi l'aménagement sylvo-pastoral des alpages jurassiens, favorisant une nette délimitation entre forêt et pâturage. Cette délimitation fait totalement défaut sur le pâturage de Rizel, au nord-est du Mont-Tendre. Les bêtes pâturent ici entre clairière et forêt, pratiquant ainsi le libre parcours
en vigueur généralement jusqu'à la Révolution française. On a de plus en plus séparé la forêt du pâturage. On a fait différents parcs de façon à ce que l'herbe puisse se repousser et le bétail ainsi en profite largement. On peut dire qu'il y a eu une évolution assez importante, profonde, qu'est-ce qu'on va dire, ces 20 dernières années? Oui, ces 20 dernières années. Elle a été même spectaculaire, surtout suite aux travaux de M. Ribben, inspecteur forestier à Valorbe, et qui a fait de ce côté-là un travail en profondeur qui maintenant s'avère payant. Pourquoi est-ce qu'on devait séparer forêt et pâturage? Eh bien, c'est dans l'intérêt de l'un et de l'autre. Le bétail, lorsqu'on le laisse en libre parcours, nuit à la croissance des jeunes plants forestiers. De plus en plus intensive, l'exploitation des ressources forestières compromet parfois les bonnes relations entre communes et exploitants d'alpage, on l'a vu. Les amodiateurs sont inquiets face à l'attitude de certains responsables communaux des forêts et des pâturages. André Rochat s'en explique. Ces alpages sont très recherchés, c'est très prisé. Et ce qui est regrettable, c'est que la surface diminue énormément. D'une part, les ingénieurs forestiers, qui c'est tout à fait normal, tiennent pour leur forêt. Très souvent, ce sont eux qui sont responsables des alpages. Alors, ils ont quand même une préférence pour les forêts. On coupe des combes qui sont très valables et on met à bain beaucoup d'alpages. Il y a un déséquilibre entre la forêt et les pâturages. Il faudrait que les amodiateurs, ce groupe, puissent intervenir afin d'arrêter, de diminuer les surfaces des alpages. Malgré la franche délimitation entre forêt et pâturage, on n'empêche pas ces immenses sapins de croître au milieu des pâturages. Ces sapins, appelés gogans ou chottes, protègent en effet le bétail contre les intempéries et régularisent le régime des eaux et des vents. Nous sommes très bien délimités ici sur la commune de Beaume. Ce qui est forêt est forêt, pâturage, pâturage. Ce qui est en forêt est défendu par les ronces. Elle ne peut pas aller dedans, donc c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Donc le bétail ne peut pas pénétrer dans la forêt. Ne peut pas pénétrer dans la forêt, c'est tout ce qu'il y a de plus normal, qu'elle ne puisse pas pénétrer. Mais alors ce qui est pâturage, il faut laisser pâturage. C'est pour ça que je m'étais défendu, je vous dis, il y a quelques années, il ne faut pas que ces belles chottes s'en aillent. On m'a reproché que j'étais l'ennemi de la tronçonneuse. Bien, je crois que je vais rester jusqu'à mon dernier jour l'ennemi de la tronçonneuse pour ces beaux arbres qui sont des témoins de nos ancêtres et qu'on doit les respecter. Sans la constante activité de l'homme, la nature reprend vite ses droits. Des murs de pierre, à moitié écroulés, se trouvent aujourd'hui au milieu de la forêt, vestiges d'un pâturage abandonné.
Dans quelques années, la forêt recouvrira entièrement l'alpage du chalet à Roque-Dessous. La commune du Cheny en a décidé ainsi, privant les troupeaux vaudois d'un lieu d'estivage. Il est plus de 2 heures lorsque les bêtes de la Moisetta sortent de la forêt au-dessus de Berolle. La transhumance des moutons qui séjournent sur le Jura s'effectue aussi au début d'octobre. Anciennement, on rencontrait plusieurs troupeaux de chèvres et de moutons. Il n'en reste que 2. Depuis 20 ans, un Italien de Bergame, le Pastore Morandi, assure la garde de celui qui estive au creux du Crou, sur la commune d'Arzier. Il va. En 5 jours, les moutons descendent du Crou jusqu'à Grandson, où ils feront une halte de quelques semaines avant de regagner leurs étables à Colombier, près de Neuchâtel. La tradition chez les Dénéréas veut que ce soit toujours les bergers, et eux seuls, qui mènent fièrement le troupeau lorsqu'il entre dans le village de Ballan.
Mais très vite, les bergers délaissent la fête chez les Dénéréas et s'en vont retrouver leur connaissance au café du coin. Parfois, on ne les reverra plus tout l'hiver. Tu m'as demandé, j'étais gêné. Tu m'as dit ton frère veut pas la vendre. Alors quand je m'a dit, ça faisait pas. 38, ça va. Sans regarder les papiers, ça va. T'as vu, non? Au Grand Brelingard, on profite de l'absence des bêtes redescendues à la ferme pour arracher les racines de gentiane. Elles servent à la fabrication d'un alcool très apprécié dans la région. Le dernier chiffre impossible à lire. La 41. Pour les amodiateurs qui fromagent, la saison se termine à mi-décembre avec la pesée de la production des mois d'août et septembre. Chez Magnona à Froideville, cette pesée donne toujours lieu à une petite fête où se retrouvent une quinzaine d'amodiateurs et parfois leurs fromagers. Ouais, je sais pas. Ouais. Non, pas. Ça va. C'est bon. À Noël, les comptes de l'alpage sont bouclés. La saison d'estivage sur le Jura vaudois est terminée. 53. Le 22 août. Qu'est-ce que c'est? C'est son anniversaire au patron? On est là, le beurre est là. Celui-là, t'as trop fait. T'as eu la patronne. 62. Ah oui, j'ai un peu.